Bien. Merci au public de s'être levé si tôt. C'est difficile d'être à un débat à 10 h le matin à Paris. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Et nous allons pouvoir commencer ce débat sur la naissance de la ville au Proche-Orient. Traditionnellement, les historiens considèrent que la ville apparaît d'abord au Proche-Orient. Ça n'empêche pas qu'elle a pu apparaître aussi dans d'autres régions du monde, mais c'est vrai souvent plus tard, en Inde ou en Chine. Mais il est vrai que la ville dont nous sommes les héritiers, ou la ville que nous connaissons, est née d'une certaine, à coup sûr, dans ce Proche-Orient pris au sens large, mais plus précisément, on peut dire, je crois, dans l'espace syro-mésopotamien. On cite souvent le cas de Jéricho, on cite les villes sumériennes, par exemple, comme des prototypes. Il y en a sûrement d'autres, et mes invités, qui sont des spécialistes, en donneront sûrement d'autres exemples. Mais évidemment, avant de donner des exemples précis, la question qui se pose d'abord, qui vient à l'esprit d'abord, c'est qu'est-ce qu'une ville? Et là, nous sommes évidemment à la racine même de l'ensemble de ces journées des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe. Qu'est-ce qu'une ville? Qu'est-ce qui, dans le fond, différencie une ville d'un village, même d'un gros village? Est-ce que c'est la taille de la population? Est-ce que c'est un aménagement architectural? Est-ce que ce sont des fonctions politiques, économiques, religieuses particulières? Est-ce que c'est au contraire simplement un mode de vie? Est-ce que c'est un statut juridique, le statut juridique notamment des habitants? Donc, toutes questions qui sont évidemment légitimes. Sans doute n'y a-t-il pas une réponse unique à toutes ces questions, mais pour essayer d'y répondre, j'ai donc invité 4 spécialistes que je vous présente très brièvement, même s'ils sont déjà pour certains bien connus. Je vais aller tout simplement depuis l'extrême gauche jusqu'à ma droite. Donc, à l'extrême gauche, Laura Cousin, qui travaille sur Babylone, c'est ça en particulier, et qui est doctorante à Paris 1. À côté d'elle, Jean Margueron, qui est directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, et qui a été pendant de très nombreuses années le directeur des fouilles de Mari en Syrie. À ma droite, Faisal Abdallah, qui est professeur émérite d'assyriologie à l'université de Damas, spécialiste d'épigraphie en particulier. Donc voilà les 4 spécialistes. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cette période de l'histoire du Proche-Orient, et donc je ne serai que le modérateur ou l'agitateur, je ne sais pas comment il faut dire, enfin celui qui essaye d'animer et de lancer les questions. Alors, disais-je, la question préalable, celle qui quand même commande largement le sens même de notre débat, c'est de savoir qu'est-ce qu'une ville. Et évidemment, mon premier réflexe, c'est de me tourner d'abord vers un archéologue, parce que l'archéologue, il est au contact du terrain, de la terre. Et j'ai envie de demander à Jean-Claude Margueron, mais pourquoi tu me dis que ça c'est une ville et à côté ça serait un village? Qu'est-ce qui fait, aux yeux d'un archéologue comme Jean Margueron, la différence entre une ville et un village? La différence. Oui, ça marche. La différence entre un village et une ville. On peut répondre de plusieurs façons différentes, même aux origines. Le village est une petite agglomération humaine qui voue toute son activité sur un chapitre majeur, c'est-à-dire
l'agriculture et l'élevage. Il n'y a pas d'autres activités fondamentales dans un village. On fait un petit peu d'artisanat pour faire ses arères, pour faire des trucs, mais c'est pas du tout une activité fondamentale. La ville, quand elle existe, quand elle apparaît, elle est le fruit d'un regroupement d'activités diverses. Et en premier lieu, au début, c'est une activité marchande. Les premières villes sont des villes dont le but est d'aller chercher hors de Mésopotamie, c'est-à-dire dans les montagnes de la périphérie, d'aller chercher dans ces montagnes les produits qui manquent en Mésopotamie. La Mésopotamie est une plaine d'argile, extrêmement fertile avec l'eau pour faire de l'agriculture, quand on n'est pas dans les zones désertiques évidemment, mais il n'y a pas de bois et il n'y a pas de minerais. Lorsque on veut agrandir les constructions, il faut aller chercher du bois dans les montagnes. La portée pratique des poutres qui peuvent être produites en Mésopotamie proprement dite n'excède pas 3 mètres. Dès que vous voulez faire une salle plus grande, il faut aller chercher des poutres dans les montagnes. Deuxièmement, c'est les produits métallurgiques. Au 4e millénaire, on introduit de façon de plus en plus importante dans la vie quotidienne des outils de métal. C'est le cuivre, c'est le bronze, qui est le produit d'un mélange entre le cuivre et d'autres matériaux, métalliques aussi. Et ça, il n'y en a pas en Mésopotamie. Rien du tout. Il faut aller le chercher tout à fait dans les montagnes. Donc, c'est le besoin d'avoir des produits qui n'existaient pas en Mésopotamie qui a conduit les habitants de la plaine à sortir du réseau fluvial local et à aller chercher ce qui manquait dans la périphérie. Ils n'ont pu le faire, et j'insiste tout de suite, que par les fleuves et les canaux qu'ils commençaient à construire. Au 4e millénaire, le seul animal utilisable, c'est l'âne. Or, vous n'allez pas transporter une poutre de 10 mètres sur le dos d'un âne. Ça veut dire que les poutres, comme le reste, vont voyager sur des radeaux, sur des bateaux, sur les fleuves et les canaux. Donc, le commerce va commencer par ce genre d'activité absolument essentielle. Il faut un réseau hydrographique, et il faut aussi des gens pour aller chercher ces produits-là. Loin, on va chercher ces produits à 500, à 1000 kilomètres. Et ce sont des grandes entreprises. C'est ça qui va donner naissance à la ville au 4e millénaire. Merci pour ce début de définition. On va pouvoir peut-être à partir de là avancer et aller un petit peu plus loin. On voit bien donc ce qui peut provoquer la naissance de la ville, cette diversité des occupations, des métiers, des intérêts. Mais d'un point de vue matériel, Laura Cousin, comment est-ce qu'on peut définir une ville? Comment, par exemple, Babylone se distingue d'une certaine manière des villages environnants? Est-ce que c'est simplement une question de population ou est-ce que matériellement, par son aspect, la ville se distingue? Alors effectivement, il y a une définition spatiale de la ville et la ville se distingue matériellement des autres espaces. Notamment par l'existence de murailles qui sont percées de portes et qui vont ainsi clairement matérialiser l'espace urbain. Alors si on prend l'exemple de Babylone, on connaît effectivement bien sa muraille. Sa muraille est vraiment un monument tout à fait colossal, mesurant 11 kilomètres, avec deux murs qui vont former cette muraille, l'un épais de 7 mètres et l'autre de 3 mètres, et qui vont donc englober l'espace urbain de Babylone. Et donc, cette muraille va être percée par des portes, dont la très fameuse porte d'Ishtar, qui a été reconstituée au musée Pergamon de Berlin. Est-ce qu'on peut envisager une ville qui ne soit pas fortifiée, qui n'ait pas de rempart? Est-ce que ça existe au Proche-Orient?
Eh bien, je pense que les villes ont toute cette particularité d'avoir ces fortifications. Et par exemple, on peut prendre également l'exemple de la ville de Ninive, qui a également cette grande muraille bien connue. Donc effectivement, ces fortifications sont très utiles afin de également protéger la ville et protéger ces grandes villes. Est-ce que donc on voit qu'il peut y avoir une définition en quelque sorte matérielle, mais c'est peut-être pas la seule définition possible de la ville, puisque il peut y avoir une définition politique, socio-économique. Mais avant de passer à ces aspects plus, j'allais dire plus humains, Jean Margueron a développé souvent dans ses articles, des livres, dans un grand livre qu'il a fait ces dernières années, une définition, j'allais dire, technologique de la ville. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là? Eh bien, bon, il y a deux choses que je voudrais dire. Une première lieu, c'est la question des remparts. Alors, les remparts sont effectivement, comme vous venez de le dire, un élément tout à fait essentiel du paysage urbain. Toutefois, nous avons pour le moment une ville, sinon deux, pour lesquelles nous n'avons pas de remparts. Évidemment, elles ne sont pas en Mésopotamie proprement dite. C'est Ougarit. On a une poterne, on a une porte fortifiée, on n'a pas trouvé, en 70 ans de travail, on n'a pas trouvé le rempart. Ça veut dire que très vraisemblablement, il n'y en avait pas. Donc c'est un problème qu'il faudra bien un jour régler d'une façon plus approfondie. Évidemment, on peut se trouver dans le système urbain de la Crète, où il n'y a pas de rempart pour les villes de Crète. On est sur la Méditerranée, on n'est pas très loin de la Crète, il peut y avoir quelque chose à chercher. Alors, deuxièmement, la définition que tu viens me demander, technologique. Les villes, même s'il y a beaucoup de gens, ne sont pas de simples rassemblements de population. On peut avoir des villes avec une faible population, mais qui ont des caractères urbains diversifiés correspondant à ce qu'est une ville. C'est encore le cas maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. La ville n'a pas 25 millions d'habitants. Il peut y avoir une ville qui n'a que quelques milliers d'habitants. Ceci existe déjà avec les premières cités de l'âge du bronze. Donc ce n'est pas la quantité qui va faire et qui va donner la définition. Pour la première partie de l'histoire de la ville au Proche-Orient, et c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique de ce Proche-Orient, tout à fait significatif. Les premières villes de l'espace urbain sont des villes fondées, organisées et aménagées technologiquement par une élévation du sol, au moins 2 mètres, dans la plupart des cas au-dessus de la plaine, et par une installation d'un matériau spécial dans les rues. Les rues servent naturellement à l'élimination des eaux de pluie, et en plus, en profondeur, il y a un matériau absorbant. Vous savez que dans nos autoroutes, on a installé, il y a maintenant une quarantaine ou une cinquantaine d'années, on a fait des recherches pour mettre des matériaux absorbants pour éliminer le plus rapidement possible l'eau qui tombe sur les autoroutes et éviter aux voitures d'avoir à valdinguer dans le décor. C'est ce que les ingénieurs de l'époque, il y a 50 ans, ont appelé les matériaux absorbants. Eh bien, cette grandissime découverte de la deuxième moitié du XXe siècle, je peux vous dire qu'elle a été trouvée, inventée au IVe millénaire. Les anciens de Mésopotamie faisaient des matériaux absorbants pour les rues, et pas pour les maisons, pour les rues. Voilà une technologie tout à fait spécifique et qui caractérise la ville à ses débuts. Ce qui montre que la ville est bien conçue dès le départ comme une ville et pas comme une agglomération quelconque, un village. On ne trouve pas ces technologies-là de la surélévation du niveau d'usage de la ville au-dessus de la plaine, ou cette technologie de la chaussée absorbante, on ne les trouve pas dans les villages. Ce qui est très frappant, et on y reviendra peut-être ou au moment des questions, c'est que dans cette région du monde qui est quand même plutôt connue pour son aridité, la ville est d'abord conçue, on conçoit en tout cas une technologie de la ville qui la protège de l'eau.
ce qui peut paraître surprenant peut-être pour des gens qui ont une image du Proche-Orient essentiellement aride. Mais c'est que l'eau est un risque majeur, précisément plus dans un pays aride que dans un pays où l'eau est j'allais dire, quotidienne, fréquente. Il y a un problème de l'eau pour l'ensemble du pays entre les inondations de printemps qui peuvent être extrêmement violentes, amener les rivières à sortir de leur cours, à envahir la totalité de la vallée et à faire opérer des destructions absolument gigantesques. Il y a l'eau de pluie qui peut être quelque chose d'extraordinairement violent. Je cite souvent l'exemple d'une journée à Marie en 94 où en 2 averses, il est tombé 80 mm d'eau, c'est-à-dire une couche d'eau de 8 cm, non pas sur le site, sur l'ensemble de la région. Ça fait des quantités d'eau phénoménales et ces 80 mm représentent la moitié de la chute annuelle sur Marie en 2 heures et demie de temps. Donc ça fait des eaux d'une violence absolument bouleversante et il faut arriver à parer ce danger. Donc, pourquoi est-ce que c'est terriblement dangereux? C'est que l'Orient a utilisé une technologie de la construction fondée sur la brique crue. La brique crue est très sensible à l'eau et elle se détruit très facilement si on ne se méfie pas d'éliminer l'eau de son environnement immédiat. Si vous laissez les pieds d'une maison au sol avec de l'eau, la maison ne durera pas plusieurs jours. Elle sera fondue par la base. Je l'ai observé moi-même lors de la montée du lac El Assad, où en 3 jours, un village voisin a disparu dans les eaux. Les spécialistes de l'architecture de terre ont l'habitude de dire que c'est le meilleur des matériaux du monde, à condition de lui mettre des bottes et un bon chapeau. Autrement dit, vous avez là les éléments fondamentaux de l'architecture de ces régions-là. Des bottes, c'est-à-dire on protège la base, un bon chapeau, il faut qu'il y ait une bonne couverture. Avec ça, vous pouvez avoir une architecture qui peut durer, refaite régulièrement, mais qui peut durer et qui ne va pas s'effondrer sous la moindre pluie. Merci. C'est aussi très écologique puisque ça peut disparaître sans laisser de traces. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du béton. Je me tourne maintenant vers mes 2 voisins, les 2 voisins à ma droite. Bien sûr, en dehors de cette définition matérielle, l'aspect technologique nous ramène aussi au matériel, il y a quand même d'autres définitions de la ville. Un ensemble politique, socio-économique. Est-ce que c'est des problèmes de hiérarchie urbaine? Est-ce que dans la ville, il y a une hiérarchie sociale différente? Est-ce qu'il y a des statuts juridiques différents? Et puis, il faut aussi aborder la ville comme centre religieux et politique. Alors, Faisal, peut-être d'abord, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Merci. Oui, vous avez raison. Après toute l'archéologue qui fouille, qui nous découvre toutes les couches archéologiques, c'est vrai, il relève toute l'apparence, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas les couches ou les villes antiques mésopotamiennes, il ne peut pas comprendre sans que l'archéologue exprime ou explique tout ça. Et il n'y a pas comme dans les villes, si vous voulez, antiques, romaines, où il n'y a pas de vestiges. Il n'y a que la terre, il y a des couches. Mais l'archéologue aussi, à côté de tout ça, il s'enfonce pour tomber sur une couche là où il dit, voilà, ça c'est la chambre, ou c'est une partie d'un palais là où on trouve l'archive. Donc c'est l'archive, c'est-à-dire les textes qu'on parle, les textes cuniformes, qu'on a trouvés dans ces villes, c'est elles qui nous donnent aussi l'espace, si vous voulez, réel, ce qui s'est passé, parce que toutes les textes qu'on a trouvés depuis 2 siècles jusqu'à maintenant, qui peut arriver à 1 million de textes, et 90% des textes, ce sont des textes économiques qui nous expliquent la vie économique dans toutes ces villes. À Marie, par exemple, les 20 000, on dit 20 000, peut-être il y a 1000 textes intéressants, et la majorité, ils parlent de la vie économique et les échanges, la diplomatie et tout ça.
Et si vous permettez, d'abord, il ne faut pas oublier que les découvertes de Ninive, c'est elle qui nous a, l'archive de Ninive, qui nous a révélé tout ce qui concerne la littérature biblique avec la littérature ancienne de la Mésopotamie, qui est la fondation de cette littérature. Je peux vous citer, pardon, certainement vous connaissez Gilgamesh. Alors Gilgamesh, c'est un roi, c'est un fondateur, et maintenant c'est l'écrivain ici qui dit, la première tablette qui dit comment Gilgamesh il a vu ou comment il a construit, il a fondé sa ville Uruk, qui est Uruk, c'est très connu. Donc il disait, le poète, il a vu les choses, c'est-à-dire Gilgamesh, secrètes, et rapporté ce qui était caché. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et après il dit, il grava sur une stèle le récit de tous ses durs travaux. Ce sont des travaux des villes. Il fit bâtir l'enceinte d'Uruk d'enclos. Donc, et le temple et un nain sacré, le merveilleux trésor. Regarde cette enceinte qui paraît faite des reines. Contemple son mur intérieur qui nul n'égalera. Touche ce seuil qui provient très loin. Approche Diana, la demeure d'Ishtar, dont nul roi peut remonter au XXVIIIe siècle avant notre ère. Donc c'est à partir de cette description littéraire, aussi l'archéologue, il peut imaginer qu'est-ce que c'était Uruk, par exemple. On retrouve là ce qu'évoquait Jean Margueron tout à l'heure sur le rôle économique, le fait qu'on va chercher des matériaux très loin. Dans le passage cité, il est question de ces matériaux qui viennent de loin. Mais en même temps, aussi, ce qui me frappe, donc les archives de Marie, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une quantité très importante de textes sur la nature économique, et en même temps, dans la description de Gilgamesh, il y a aussi beaucoup d'attention qui est prêtée au temple des dieux. Alors là, je vais peut-être me tourner vers Francis Joannès. Est-ce que la ville, elle se distingue aussi par d'autres fonctions que les fonctions économiques, à savoir, par exemple, moi j'ai lu, parce qu'il m'arrive de lire des choses quand même sur la Mésopotamie, que la ville, c'était d'abord le palais et le temple. Alors, c'est peut-être un peu réducteur, mais qu'en est-il ? Bien, effectivement, c'est d'abord les monuments qui ont le mieux survécu et ceux qui ont intéressé les premières entreprises archéologiques. Ce qu'on peut dire, c'est que la Mésopotamie, du point de vue de la ville, a connu les deux extrêmes, c'est-à-dire des toutes petites cités de dimensions extrêmement réduites, et puis les premières, ce qu'on pourrait appeler les premières métropoles mondiales. Enfin, une ville comme Babylone, à un moment, était vraiment la ville la plus peuplée du monde connu. Et à l'intérieur de ces villes, on retrouve quand même une constante qui est la présence d'une société diversifiée aussi bien sur le plan horizontal avec des répartitions d'activités. Il y a des marchands, il y a des agriculteurs aussi d'ailleurs qui habitent en ville mais qui travaillent à l'extérieur. Il y a des gens liés au pouvoir ou au culte. Et puis c'est une société hiérarchisée, donc diversifiée dans le sens vertical, avec tous les organes du pouvoir et en particulier pouvoir politique et pouvoir religieux. Mais toutes les villes ne sont pas le centre d'un État. Donc, dire que pour qu'il y ait ville, il faut le palais et le temple, ça peut être le palais, disons, de l'administration, le siège d'une administration, même si le roi est dans une autre ville, non ? Alors là, il faut introduire la dimension historique, c'est-à-dire que sur les 2000 ans ou 2500 ans d'histoire de la Mésopotamie, certaines villes ont été à un moment le centre de ce qu'on appelle les premières cités-États sumériennes, puis le centre d'un royaume. Ensuite, elles ont été absorbées dans un ensemble plus vaste. Et donc, elles ont eu ou elles ont perdu ensuite, justement, ce rôle de lieu de pouvoir, et en particulier les bâtiments qui y étaient liés, mais qui peuvent très bien fonctionner à une échelle réduite. Enfin, c'est-à-dire que ce qui était un palais royal, à un moment, peut devenir un palais de gouverneur lié à l'administration locale. Oui, donc c'est quand même le siège d'une forme du pouvoir, d'un pouvoir d'une manière ou d'une autre.
Donc, je pense qu'on a un petit peu avancé et on y voit un petit peu plus clair. On voit quand même que la définition de la ville, elle est complexe, elle est à la fois matérielle, sociale, économique, politique, religieuse. Une chose qui me frappe, et j'aimerais qu'on puisse en dire peut-être un mot, même si on ne s'appesantit pas trop longuement là-dessus, c'est qu'au moins pendant une période de l'histoire de la Mésopotamie, on assiste à des fondations de ce que nous, on appellerait aujourd'hui des villes nouvelles. C'est-à-dire, brusquement, un roi décide de changer sa capitale. Il va changer de capitale. Alors, il y en a plusieurs exemples. Vous allez les donner parce que vous connaissez les noms et vous savez les prononcer surtout de ces villes que moi, je connais à peine. Alors, il y a l'exemple de Haradoum, mais c'est peut-être plus ancien, l'exemple de Haradoum, puis c'est du 2e millénaire. Il semblerait que ces villes nouvelles, c'est... j'allais dire presque une manie assyrienne du début du 1er millénaire, non? Francis Joannès. Alors, je vais juste dire un petit mot sur Haradoum, qui est un cas tout à fait particulier, qui est d'une certaine façon une ville frontière, mais c'est une ville qui mesure 100 mètres de côté. Hein, donc la taille de 2 terrains de football superposés, mais qui comporte quand même, puisqu'elle a pu être fouillée de façon intensive, tous les éléments qu'on attend d'une ville, une muraille tout autour, un réseau de rues, avec cette particularité qu'on y trouve ce qu'on appelle ensuite les plans hippodamiens, donc un ensemble régulier et quadrillé, et puis une place centrale, avec d'un côté le temple, et puis de l'autre la maison où résidait le maire de la ville. Donc tous les éléments d'un fonctionnement urbain, et on est en 1800 avant Jésus-Christ. Et puis au 1er millénaire, alors là on est dans un autre contexte, celui des grands empires qui se sont constitués sur la Mésopotamie et l'ensemble du Proche-Orient, avec une accumulation considérable de richesses que les rois assyriens tirent en particulier de tout leur pillage ou de toute leur mise en valeur du Proche-Orient, et qu'ils investissent en grande partie justement dans des monuments à leur gloire. Alors ces monuments à leur gloire qui sont destinés à traverser les siècles, au départ ce sont des palais, et puis dans certains cas ce sont même des villes entières. Le cas le plus connu évidemment c'est celui de la ville de Dur-Sharrukin, la citadelle du roi Sargon, qui a été identifié, ça a été le premier grand site assyrien retrouvé en 1843, et ce qui a le nom de Khorsabad, dont les vestiges se trouvent ici au Louvre, et qui est une ville qui a été entièrement construite de A à Z, pourrait-on dire, par le roi, avec un énorme palais, mais aussi tout un ensemble urbain. Et on a plusieurs exemples de ce type-là à l'époque néo-assyrienne. Alors, à l'époque néo-assyrienne, manifestement, il y a une volonté, ça fait partie de l'idéologie royale, d'avoir sa trace dans l'espace et dans des sites urbains qui existent déjà, hein, comme ceux qu'on a cités dans l'actualité récente, à Ninive, juste en face de Mossoul, ou à Kalrou, sur le site de Nimroud, ou encore à Achour, qui est la première grande ville assyrienne. Les rois donc remodèlent le paysage urbain et essayent de laisser leur marque dans l'histoire, donc par ces ensembles plus ou moins étendus de palais ou d'ensembles palatiaux. Ce qui montre à quel point l'habitude de certains de nos dirigeants de laisser leurs traces dans l'architecture, que ce soit sous la forme d'un musée ou d'une grande arche, plonge ses racines dans un très lointain passé. Alors, la ville donc est fondée, la ville existe, on en a essayé d'esquisser en tout cas les contours, et évidemment il y a une vie urbaine. Quand on regarde, ou je dirais pas tellement quand on visite, encore que, quand on visite un site mésopotamien, soit on voit rien du tout, sauf s'il y a là sur place l'archéologue qui nous explique. C'est quand même un peu le cas parfois à Mari, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une architecture de terre extrêmement fragile, tout simplement. Mais on a toujours l'impression que les archéologues, qui font pas leur trou au hasard, on est bien d'accord, malgré tout, mais fouillent quand même essentiellement des édifices publics, et on retrouve les temples et les palais. Est-ce que vraiment il n'y a rien d'autre? On ne retrouve rien d'autre, des maisons, l'habitat?
Qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, dans une ville comme Marie? Tu as fouillé Marie pendant je ne sais combien d'années. Mais on trouve des quartiers avec des maisons, on retrouve des boutiques d'artisans, on retrouve des places de marché, on retrouve évidemment toutes les portes de la ville, on retrouve tout, d'autant plus que l'espace de Marie a été planifié lors de la construction de la troisième ville de Marie, c'est-à-dire vers 2100-2050. Ça a été complètement planifié. Il n'y a pas eu la moindre hésitation sur l'emplacement du palais, l'emplacement des temples. Les temples ont changé de nature entre les deux villes, mais l'emplacement est resté le même. Parce qu'on a 3 villes successives à Marie. 3 villes successives à Marie. Chacune a été détruite et remplacée par une nouvelle ville. C'est pour ça que, plutôt que de mettre des dates, parce que ça ne correspond pas très très bien à nos critères d'identification, j'ai préféré parler de Marieville 1, Marieville 2, Marieville 3. Et de tout rattraper, raccrocher à ces grandes phases. On les replace dans l'histoire. Début du 3e millénaire, milieu du 2e millénaire, fin du 3e millénaire, début du 2e. Donc ça c'est une... Mais chacune de ces villes a eu une organisation pré-réglée, prédéfinie. Rien n'a été laissé au hasard dans ces villes. Parce que la ville ne peut pas vivre si elle pousse dans l'anarchie. Elle ne peut se maintenir que si le réseau d'élimination des eaux de pluie est bien placé au départ et fonctionne pendant toute la durée de l'existence de la ville. Donc on a des villes bien gérées, oui. Bien tenues. Oui. Et je voudrais juste ajouter une chose. Cela signifie que les villes de la fin du 4e millénaire et du début du 10e millénaire, du 3e, sont des villes fondées. Il n'y a pas de ville non fondée. C'est un acte qui est un acte essentiel. On fonde la ville, on lui donne sa forme, et cette forme circulaire, orthogonale, c'est les deux formes majeures des villes de la fin du 4e et du 3e millénaire, et on donne sa forme, et la ville est immédiatement dédiée à un dieu. Et la ville s'identifie à son dieu. Alors, il peut y avoir deux dieux, une divinité dans 2 villes différentes avec le même nom, ça existe, mais chaque ville a son dieu. Et la ville s'identifie à son dieu. On peut aller plus loin. Dans les premières villes de Mésopotamie, je le répète, fin 4e et 3e millénaire, la ville est le domaine du dieu. Et c'est là où intervient de nouveau le rempart. Le rempart est le vrai téménos du dieu de la ville. Il n'y a pas de téménos dans les villes anciennes autour des temples. Le vrai téménos, c'est le rempart du dieu, parce que c'est le territoire du dieu qui est là. Il y a une opposition très forte entre le dedans et le dehors. Le dehors, c'est le monde de la steppe, c'est le monde de l'incertitude, c'est le monde du danger. Le dedans, c'est-à-dire la ville, avec son Dieu, c'est le monde de la sécurité et de l'organisation. C'est l'anarchie contre l'organisation. C'est ça la première ville. C'est très important de le souligner, parce que ce n'est pas l'image qui traîne dans la plupart des ouvrages sur ce qu'était la ville des origines. Oui, ce qui me paraît très important à retenir, effectivement, c'est que la ville n'est pas une sorte de développement organique avec le temps de ce qui aurait été à l'origine un village. C'est-à-dire que ce n'est pas effectivement un développement naturel. Il y a une décision, il y a une volonté à un moment de créer quelque chose qui est nouveau et qui est différent. Alors, si je peux ajouter encore une chose, la ville se trouve, comme par hasard, toujours à des endroits où sa fonction marchande est reconnue et essentielle. La ville, ce qui n'est pas le cas du village. Ce qu'il faut pour un village, c'est
de la bonne terre et de l'eau, c'est tout. Et là où il a une surface de terre suffisante et de l'eau, pas forcément un très grand fleuve, de l'eau, c'est tout, eh bien à ce moment-là, le village peut s'établir. Ce ne sera pas le lieu idéal pour une ville qui va venir, parce que la ville doit se trouver le long des grands circuits. Et les grands circuits, au 4e millénaire, ce sont les fleuves, ainsi que quelques canaux qui commencent à être aménagés sur l'ensemble du territoire mésopotamien. Parce que les canaux ne sont pas simplement des canaux pour amener l'eau à l'agriculture, ce sont aussi des outils essentiels du transport interne de la Mésopotamie. Alors, évidemment, ça nous donne un système qui est totalement différent de celui qu'on imagine. Et c'est là-dessus, je crois, qu'il faut un peu insister. Merci pour ces précisions. Alors, la ville, donc, on voit bien tout ce qui la distingue. Lieu d'échange, tu as insisté là longuement sur l'aspect, sa situation, le long des voies d'échange. En même temps, il y a une vie urbaine qui est d'ailleurs fondée en grande partie justement sur cette possibilité. C'est le lieu où on a accès à des richesses qui sont inaccessibles dans des villages, par définition. Et est-ce qu'on peut prendre 2 exemples concrets peut-être? On pourrait peut-être parler un peu de Babylone avec Laura Cousin ou Francis, ou vous compléterez l'un l'autre, hein. Vous avez l'habitude de travailler ensemble, on vous a entendu à la radio cette semaine de façon extrêmement harmonieuse. Et puis peut-être, Faisal, parler un peu d'un cas qui est peu connu, parce qu'on en parle, on l'envisage moins comme une ville très ancienne, qui est Alep, pour laquelle il existe une grande documentation. On peut commencer peut-être par Babylone. Comment vit-on dans cette ville? Qu'est-ce qui vous paraît le plus séduisant, le plus intéressant à signaler? Moi, j'attends évidemment que vous me parliez des jardins suspendus, mais je sens que je vais être déçu. Je le sens. Oui, donc on va commencer par les jardins suspendus. Alors bon, malheureusement, donc on parle souvent des jardins suspendus de Babylone, mais manifestement, ces jardins ne se trouveraient pas à Babylone. Donc ces jardins suspendus, ils feraient partie des 7 merveilles du monde selon des listes d'auteurs classiques. Ce seraient donc des jardins étagés, qui ensuite seraient irrigués peut-être d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup d'hypothèses à ce sujet. Alors, pour les jardins suspendus de Babylone, on a une chercheuse britannique qui s'appelle Stephanie Daly, qui a donc développé l'hypothèse selon laquelle ces jardins ne se situeraient pas à Babylone, mais peut-être dans une autre grande capitale, mais là en Assyrie, qui est la ville de Ninive, et plus précisément dans le palais du roi Sennachérib, qui a régné au début du 7e siècle. Et donc, en fait, elle soutient que, tout d'abord, premièrement, on n'a pas retrouvé de mention de jardin suspendu dans les écrits d'Hérodote. Bon, après, on sait que les histoires d'Hérodote sont à prendre avec beaucoup de précautions. Mais elle montre également qu'il y a une confusion qui a été entretenue à la fois dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les sources classiques, entre les villes de Babylone et Ninive, entre Sennachérib et le roi Nabuchodonosor II, donc ce roi très connu qui a régné lors de l'apogée de Babylone au 1er millénaire, et aussi une confusion entre l'Assyrie et la Babylonie. Donc, par exemple, on a dans les sources classiques des auteurs qui parlent d'un roi d'Assyrie régnant à Babylone, par exemple. Et donc, elle pense que Sennachérib pourrait être l'instigateur de ces jardins, parce qu'on a également des mentions de plantation de jardins dans ces inscriptions royales. Et elles se fondent également sur un bas-relief conservé au British Museum, qui représente le roi Sennachérib dans un jardin, donc un jardin étagé là aussi, et l'irrigation se ferait via un aqueduc. Donc elle proposerait que peut-être ça serait une vision des jardins suspendus. Merci pour les jardins suspendus. Mais alors, bon, c'était évidemment
tout à fait un à côté. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui fait la vie de Babylone par ses productions, comme lieu d'échange, par exemple? Comment ça se passe concrètement? Par exemple, les marchés, les choses comme ça. Est-ce qu'on a des renseignements? Comment sont organisées les choses? Francis Joannès? Il y a une particularité à Babylone, c'est que la ville est traversée par l'Euphrate, donc il y a 2 quartiers de Babylone de part et d'autre du fleuve, au moins au premier millénaire, avec un pont en dur, qui est le premier pont définitif établi à cette époque. Et donc par l'Euphrate arrive du sud ou du nord toute une série de marchandises qui sont destinées évidemment à nourrir cette énorme métropole à l'époque de Nabuchodonosor. Donc il y a tout un réseau d'approvisionnement, d'apport de ressources, et puis évidemment de transformation sur place pour les besoins à la fois du palais royal, des temples, et puis évidemment des habitants de Babylone eux-mêmes. Et tout ça génère donc une énorme activité artisanale et commerciale, comme le disait à juste titre Jean Margueron, dont la plus grande partie se situe dans les rues et dans quelques espaces, disons, ouverts, mais il y en a relativement peu dans l'ensemble de la ville. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dans l'architecture urbaine, les maisons n'ont que très peu souvent de façade sur la rue. L'espace des maisons, c'est un espace qui est clos, qui est refermé sur lui-même, qui n'est pas ouvert vers l'extérieur. Donc la rue babylonienne, enfin la rue de Babylone ou des autres villes de cette époque, c'est l'endroit où les gens se rencontrent, se voient et où s'établissent justement les contacts sociaux, les contacts commerciaux. Il faut savoir que la rue en babylonien se dit de façon tout à fait peu originale par rapport aux langues sémitiques, ça se dit soukou. C'est-à-dire c'est le mot souk, et évidemment on voit le type d'activité qui s'y déroule. Mais alors, Jean Margueron soulignait tout à l'heure l'importance du fleuve ou des canaux éventuellement. Et là, quand on parle du premier millénaire, il y a des réseaux de canaux extrêmement développés déjà à ce moment-là. Oui. Et justement dans les échanges, est-ce que ça veut dire que les marchés, on a des marchés flottants, ou est-ce que c'est au bord des rivières? Est-ce que c'est à la périphérie des villes, dans les villes, hors des villes? Le mot même qui signifie le centre commercial, enfin l'endroit où on pratique le commerce, qui est le mot karoum, désigne à l'origine le quai. Donc ça montre bien que les premières relations commerciales se sont établies en relation avec les voies d'eau. Et puis après, on trouve des karoums, donc des centres commerciaux en dehors des villes ou dans des villes qui ne sont pas traversées par des voies d'eau, mais manifestement là il y a une origine qui est très forte, et c'est le lieu effectivement où on débarque les marchandises et où on les échange. Donc on voit qu'effectivement l'importance de la voie d'eau dans ces villes, et c'est vrai que même des villes qui aujourd'hui, par exemple comme je pense à Marie, où on aurait bien de la peine à trouver dans Marie même les voies d'eau, il y avait un canal qui traversait. Oui, il y avait un canal qui traversait Marie dans toute une partie. Et ce qui est sûr maintenant, même si on ne peut pas le retrouver, c'est qu'il y avait un pont au 3e millénaire pour aller d'une partie de la ville à l'autre. On en a une autre ville, c'est Guirsou. On a le pont, il a été retrouvé. Bon, on l'a confondu au moment de la fouille avec des prisons, avec des temples, etc. Mais c'est un pont. On peut confondre un pont avec une est celle prison. d'un pont, et c'est très clair. Et ça date du milieu du 3e millénaire. Oui. Donc, le système des communications par canaux, par voie d'eau, avec traversée de ces voies d'eau par des ponts existe depuis le 3e millénaire. Je ne dis pas le 4e, je n'en sais rien, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir le dire. Mais dès la première moitié du 3e millénaire, il y a tout un réseau. Et la ville, elle vit de chacun des côtés de cette rivière ou de ce canal. Parce que ce n'est pas toujours une rivière, c'est parfois un canal qui traverse la ville. D'accord. Alors on va là revenir beaucoup plus à l'ouest, et j'aimerais qu'on parle un petit peu d'Alep. Alors, on est évidemment dans un contexte qui est très différent. D'abord parce que l'eau, c'est pas que l'eau n'y joue aucun rôle, mais on est d'abord plus peut-être dans exactement le même type d'architecture. Est-ce qu'on utilise déjà la pierre davantage, par exemple, que en Mésopotamie, où on est vraiment dans la terre, dans la brique crue? Jean Margueron l'a appelé tout à l'heure. On n'est plus du tout non plus dans la configuration de ces grandes vallées des grands fleuves. On est dans un secteur
moyennement montagneux. On ne peut pas dire qu'Alep soit dans un secteur très montagneux, même s'il est entouré par ces massifs calcaires très secs aussi. Et Alep, son originalité, c'est peut-être que, dans le fond, on ne connaît pas grand-chose archéologiquement, la ville, malgré les fouilles de la citadelle de ces dernières décennies, mais la ville apparaît dans les archives d'autres villes, à Mari, à Alala, par exemple. Alors, est-ce que... Certainement. Faisal. Alors, pour la ville d'Alep, qui est la deuxième ville en Syrie aujourd'hui, on dit toujours c'est la ville la plus ancienne du monde qui est toujours habitée, parce que toujours elle porte le même nom. En arabe, c'est Halab, en acadien, c'est Khalab, et puis on doute qu'elle était peut-être Armanou à l'époque de Sargon, qui disait, voilà, j'ai fait une expédition vers l'ouest, c'est-à-dire il a détruit Mari, il a pu arriver à, il dit Armanoum, et son petit-fils aussi, la même chose, il raconte, et on connaît certainement, on ne peut pas dire que Armanoum, il est certainement à Alep, mais Mari, on l'a retrouvé, qui était noté à partir de cette histoire de Sargon, et on l'a trouvé. Il a parlé d'abord aussi d'Ebla, qui n'était pas connu, et voilà les fouilles en 1964. Il relève cette grande ville qui s'appelait Ebla, qui était à côté d'Alep, à 70 km au sud d'Alep. Et il reste Alep, qui était une ville de cette époque, une ville fantôme, c'est-à-dire on connaît son nom, mais on ne connaît pas les couches ou les sites archéologiques. Au niveau géographique, il est meilleur servi de l'eau, parce qu'il y a la précipitation qui est plus de 400 mm par an, donc ces plaines rouges, il est capable de produire des quantités de blé, de toutes les sortes de fruits, des légumes, etc. Il y a le fleuve aussi, Kouek, qui est toujours... il circule pendant l'hiver. Et c'est certainement à l'époque d'Alep, à cette époque-là, la ville, il n'était pas 1,5 million, peut-être il n'était pas plus de 20 000. Donc la rivière, il est assez abondante pour irriguer tout ce qui est autour. Et voilà l'occasion de connaître si c'était une ville avec un palais, avec un roi, c'est les textes de Mari. Moi, j'ai travaillé personnellement depuis une trentaine d'années sur 400 textes qui parlent de cette ville. Le roi de cette ville, il était presque le plus fort parmi les vingtaines de rois. Il y a un texte qui décrit ça, y compris Hammurabi qui est très connu. Donc le roi d'Alep, il disait qu'il est plus fort que Hammurabi à l'époque. Et puis toute la dynastie, on a récupéré la dynastie qui a gouverné d'Alep, qui sont 9 rois qui ont gouverné pendant 2 siècles, c'est-à-dire 18e, 17e, et à partir des textes de Mari. Donc c'est une ville fantôme, n'est pas connue, et on l'a retrouvée à partir des textes de Mari. Et de l'autre côté, les textes de Lalar. Donc Lalar, ça c'est une autre histoire. Est-ce que ces textes nous renseignent, par exemple, alors on voit bien l'importance politique, donc on voit bien que c'est un royaume puissant qui est là, installé en Syrie du Nord. Est-ce qu'il nous donne des renseignements sur le rôle, par exemple, économique, sur les échanges entre Mari et Alep, entre Alala et... Alala, ça se trouve dans la plaine d'Antioche. Actuellement, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas la localisation. Et Alep se trouve, dans le fond, entre la mer et l'Euphrate. C'est aussi peut-être ce qui fait en partie son intérêt. Ceux qui ont vu hier les communications, ce qu'on appelle la route de soie, plusieurs informations aussi qui peut exiger que Alep, à cette époque-là, il était presque dans la même circulation de biens et des idées aussi. Les biens, c'est-à-dire tout ce qui est la production de Mari, si vous voulez, de Mari, qui vient de soit l'étain, soit les matériaux qui venaient de l'Inde, de Melucha, de toute cette période, cette distance, et qui arrivent dans les entrepôts d'Alep. Alors, où se trouvent ces entrepôts, on ne sait pas, mais
on a trouvé des entrepôts dans les fouilles de Lalar, et on découvre que Lalar, c'est une petite ville qui est, comme on dirait, le roi d'Alep. Ils font le repos, et toujours qui gouvernait par un fils de roi d'Alep. Et grâce à ces textes qu'on a trouvés dans les couches d'Al-Alar, on a aussi amélioré ou corrigé la chronologie de toute la Mésopotamie, et grâce à ces textes aussi qu'on a repéré le reste des trois rois d'Alep. Et maintenant, on a toute la dynastie de 9 rois qui commence à la fin du XXe siècle et qui se termine au début du XVIe siècle. Donc, c'est essentiel. C'est une preuve aussi que Alep, une grande ville, ces rois, ils ont aussi des châteaux à 40 km de la mer, entre Alep et la mer. Donc, arrivé à la mer, il y a aussi les traces de Albina, qu'on a aussi découvert des chantiers et des maisons, etc., et qui prouvent que l'époque hellénistique, on a trouvé aussi des couches qui prouvent que l'échange entre la côte syrienne avec de l'époque minoïenne, c'est-à-dire au moins du XIIe siècle, ça existe au niveau échange. Oui, on voit, en tout cas, dans ce que vient de dire Faisal Abdallah, ce qui me paraît aussi important, c'est de montrer que l'archéologie ne peut pas tout au Proche-Orient, parce que, comme il vient de le rappeler, il y a des villes qui continuent à être occupées, y compris justement sur le lieu même des parties les plus anciennes. C'est le cas d'Alep, c'est le cas de Damas, et de la même manière, je crois savoir que l'histoire de Damas, qu'on n'arrivait guère à faire remonter au-delà du premier millénaire, tout d'un coup a fait un bond jusque pratiquement au début du deuxième millénaire par la découverte de tablettes. Et donc, à côté de l'archéologie du monumentale, du bâtiment, il y a aussi les textes, et les textes qu'on peut trouver parfois ailleurs. Dans le cas d'Alep, ce qui est intéressant, c'est qu'on ignorerait à peu près tout de l'importance même de la ville si on n'avait pas les archives de Marie et celles d'Al-Ala. Oui. Alors pour Damas, il y a une petite note, c'est-à-dire quelques informations qui désignent la ville, c'est pas la ville, la région de Damas. C'était une expédition assyrienne presque au XVIIIe siècle, un commandant qui disait, voilà, je suis dans le pays d'Apoum et je suis submergé de l'eau parce que la ville de Damas, il est, bien sûr, il a le fleuve de Barada, qui était à l'époque peut-être une marée, des grands marées, qui peut arriver jusqu'à, je ne sais pas si vous connaissez un peu la géographie de la ville, qui, à partir du centre de ville, qui peut aller à une quinzaine de kilomètres dans le nord ou dans l'est, c'est-à-dire dans le désert. Et donc, à 15 kilomètres, les armées assyriennes, ils les fonçaient dans le canot et dans le marais. Donc, il disait ça, et puis il raconte une autre histoire, mais pour nous, l'importance que, voilà, une première attestation de la région d'Alep, ça vient au XVIIIe siècle, du texte de Marie. Mais après, il faut attendre au Xe siècle, ou peut-être XIVe siècle, pour avoir une attestation de la ville d'Amas, ou d'Amashq, ou d'Amesco, comme on dit, au XIVe siècle, dans les textes de Tel el-Amarna. Mais récemment, il y a 2 ans ou 3 ans, on a trouvé, avec un colloque que je dirige son travaux, à côté de Damas, à côté de l'aéroport, à 20 km, on a trouvé 2 textes cuniformes. Donc, c'est les premiers 2 textes qui se trouvent même dans le nord de la Syrie. Donc, le cuniforme, à partir du XVIIe siècle, ça existe dans la région de Damas. Mais Damas elle-même, où elle est? C'est ça la question, parce qu'elle est toujours habitée. Eh oui, mais bon, on ne peut pas chasser les gens, heureusement. Je voudrais qu'on revienne un petit peu peut-être sur les villes. On a parlé des activités, on a parlé du marché. Est-ce que ces villes se distinguent par exemple par des quartiers très spécialisés? On sait bien tous aujourd'hui que, par exemple, les souks sont très
spécialisé, au moins dans les souks, mais il y a aussi, dans le fond, souvent l'habitat qui va avec, en tout cas autrefois. Maintenant, évidemment, les choses changent. Est-ce que dans une ville comme Babylone, ou d'autres, prenez d'autres exemples si vous voulez, vous êtes libre, heureusement, est-ce qu'on a des quartiers spécialisés qui se distinguent, je ne sais pas, soit Francis, soit Laura? Francis, ouais. Oui, bon, je vais parler de Babylone parce que c'est quand même le plus connu. À Babylone, on a pu, comme il y a eu des fouilles quand même assez étendues, on a pu montrer qu'il y avait des espèces de pôles qui concentraient l'habitat et la qualité enfin, de cet habitat, en particulier certains temples autour duquel habitait tout le personnel du clergé qui travaillait dans ce temple. Et que donc ça crée des quartiers spécialisés en quelque sorte en fonction de certaines activités particulières. Mais il y a d'autres exemples à Babylone même, en particulier du côté du palais. Là, je pense que c'est Laura qui... Voilà, Laura avait émis l'idée de ces... Moi, j'aimerais entendre parler des parfumeuses de Babylone. À défaut des jardins suspendus et qu'il faut passer maintenant perte et profit, parlons alors peut-être des parfumeuses. Alors, tout d'abord, c'est un travail en cours d'élaboration. Donc, en fait, à Babylone, on a un grand complexe palatial qui se situe au nord de la ville. Alors, ce complexe, on l'appelle à tort le palais de Nabuchodonosor. Donc, Jean-Claude Margueron a bien montré très récemment qu'en fait, le palais que l'on a dégagé, on avait plutôt les niveaux des périodes perses, voire hellénistiques. Mais néanmoins, on a retrouvé dans ce complexe palatial des lots d'archives et l'un d'eux est vraiment très intéressant parce qu'il évoque le roi de Juda, Joachim, qui a été déporté avec d'autres Judéens par Nabuchodonosor II, donc aux alentours de 587. Et parmi cette tablette dans laquelle on trouve la mention du roi donc, de Juda, on trouve des parfumeuses et donc, qui vont recevoir des rations d'huile, donc comme salaire, si on peut dire. Et dans le palais de Babylone, donc on va dire dans la même ère que celle dans laquelle on a trouvé ces tablettes, il y aurait donc peut-être un atelier, parce qu'on a trouvé des fragments de flacons de parfums, et donc peut-être un atelier de parfums avec ces parfumeuses. Mais bon, il faut encore trouver d'autres données. Travail en cours, mais c'est justement l'intérêt de faire venir des jeunes aussi dans nos débats. Vous avez évoqué, et ça va me servir de transition, peut-être pas très habile, mais enfin je saisis quand même au bon, des Judéens. La Mésopotamie est bien connue pour avoir accueilli un grand nombre de populations déportées. Alors tout le monde a entendu parler des Juifs, moi je préfère dire des Judéens, en tout cas à cette époque-là, en Mésopotamie, mais ils sont loin d'être les seuls, bien évidemment. On se souvient qu'il y a des gens de Syrie du Nord, d'Alep en particulier, avec les tablettes de Nérab qu'on a retrouvées. Est-ce que la ville en Mésopotamie, mais ça peut aussi s'appliquer évidemment à la Syrie, est-ce que c'est un lieu privilégié, j'allais dire, d'intégration de l'étranger? Est-ce que c'est un lieu cosmopolite? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite répondre, là je vous laisse le micro à qui le veut. Est-ce que la ville, donc, c'est en quelque sorte un lieu où on absorbe des populations nouvelles, ou est-ce que c'est pas forcément contradictoire, aussi un lieu où des modes nouvelles apportées par des populations autres vont être acquises et peut-être à partir de là se diffuser? Est-ce que la ville est un lieu
privilégie, j'allais dire, de l'innovation. Pardonnez ce vocabulaire qui est très anachronique, mais c'est un petit peu volontaire, c'est pour essayer de me faire mieux comprendre. Je sais pas, Francis peut-être? Oui, je vais donner quelques exemples, alors qui sont centrés vraiment sur le premier millénaire et l'époque des grands empires, donc le moment où le centre du pouvoir, de gravité du pouvoir se trouve soit en Assyrie, soit en Babylonie, mais s'étend jusqu'à la Méditerranée, voire même jusqu'à l'Égypte. Et on constate que la gestion de ces empires fait venir des populations de tout le Proche-Orient. On trouve dans les palais assyriens, par exemple, des Égyptiens qui sont spécialisés dans telle ou telle discipline médicale ou de la divination. Et de la même façon, Babylone, évidemment, il suffit de lire la Bible pour avoir cette idée de cosmopolitisme. Et on constate que souvent, c'est pour les besoins du pouvoir qu'on fait venir des populations qui sont des populations de soldats ou qui sont des populations de déportés. Alors en général, ce sont les élites de ces déportés qu'on garde en ville. Dans le cas de Juda, par exemple, toute la famille royale a été enfermée dans le palais et y est restée. Par contre, la population de Jérusalem, elle, a été répartie plutôt dans la campagne. Et donc, il y a un apport régulier de gens qui se fondent plus ou moins dans la tradition locale sumérienne et akkadienne. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, on peut dire que les choses se renversent, c'est-à-dire que l'araméen, par exemple, qui est la langue plus sémitique plutôt de l'Ouest, devient la langue vernaculaire de la Babylonie, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent l'araméen. Et on voit ainsi que l'écriture cunéiforme, donc liée à la langue akkadienne ou à la langue sumérienne, son usage se replie petit à petit sur les temples et ils ne sont plus pratiqués, enfin les dernières tablettes ne sont plus produites que par les temples après l'arrivée d'Alexandre le Grand. C'est peut-être aussi une question de simplification de l'écriture, enfin une manière d'écrire aussi. Non, alors évidemment, le cunéiforme est en concurrence avec le système alphabétique de l'araméen, mais dans certains usages, le cunéiforme reste performant. En particulier, toute la documentation astronomique et la façon de noter les grands chiffres. À cette époque, on n'avait pas trouvé mieux, effectivement, que le système du cunéiforme. Et les toutes dernières tablettes qu'on peut identifier, qu'on peut dater, sont des tablettes astronomiques qui ont fait d'ailleurs la réputation des Babyloniens et des Chaldéens dans tout le monde antique à cette époque. Donc la ville est bien un lieu de métissage, d'absorption. Est-ce que ça se traduit dans l'archéologie ou dans l'architecture ? Il est très difficile de dire que ça se traduit directement. Moi, dans les fouilles que j'ai faites, je n'ai pas pu identifier véritablement des peuples qui sont venus dans la ville. Ça, c'est pas réellement notre tasse de thé. On ne peut pas. Mais je suis absolument sûr que le transfert de population entière qui s'est fait au premier millénaire et sur lequel nous avons des témoignages écrits a existé dès la fin du 4e millénaire. Car les villes qui se construisent à ce moment-là, je prends simplement un exemple de Marie. Diamètre de la ville, 1,3 km, plus une deuxième enceinte qui fait je ne sais plus combien. Il a fallu des millions de briques pour construire cette ville. Alors, ça rappelle quelque chose, hein, un certain peuple qui s'est trouvé à construire des briques en Égypte, mais beaucoup plus tard. Mais c'est la même chose, on se trouve dans le même système. La ville de Meskéné est une ville qui est entièrement reconstruite. Elle s'est légèrement déplacée à cause des inondations. Elle était entièrement reconstruite. Je ne sais pas avec quelle population. À Marie, je pense qu'on peut dire que les souverains qui régnaient sur la vallée de l'Euphrate, à cet endroit-là, sont allés chercher des populations montagnardes qui se trouvaient au nord. Les souverains de Marie ont toujours été très attirés par le Rabour. Et c'est un fait qu'on a quand même des traces. Je trouve dans le palais de Marie, dans les emplacements qui sont les emplacements des esclaves, aussi bien du côté féminin que du côté masculin, c'est-à-dire du roi, on trouve des amulettes, des objets
qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ce sont des objets qui ont été sans doute importés par ces esclaves, lesquels venaient du Nord. Alors ces esclaves, au moment où le palais vit, mais pour le construire, il a fallu amener des gens. Beaucoup sont morts. On a trouvé dans le fond des fouilles pas mal d'ensevelissements de gens qui sont ensevelis sans le moindre objet. Ce sont manifestement des populations qui sont mortes à la tâche. Mais il y en avait eu bien d'autres, il y en a qui sont restés, et on les a utilisés lorsque la ville a été terminée pour d'autres tâches. Donc, ces arrivées massives de population pour des grands travaux, et il ne faut pas les sous-estimer, au contraire, il faut les voir avec une certaine ampleur. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les sources écrites pour cette époque-là qu'il faut penser que ça n'existait pas. Quand on construit des villes aussi grandes que celles qu'on vient... on a parlé de Babylone. Babylone a été construite dans ses murailles de la fin de sa vie, a été construite dans le fin de première moitié du 3e millénaire. Regardez la ville et son importance. Et elle passe par-dessus un fleuve. Et il y a eu un pont. Et ce pont, il existait déjà à ce moment-là. Donc, il y a une importance donnée à la main-d'œuvre que l'on va chercher ailleurs, qui est absolument essentielle. Alors après, bon, comment s'opèrent les osmoses? Ça, c'est beaucoup plus difficile à l'archéologue de répondre, mais il peut le dire indirectement. Tu as répondu en bonne partie à ma question, mais ma question était plutôt, est-ce que dans la ville, parfois dans l'aménagement, ça peut être dans le plan de certains édifices, on voit des influences qui peuvent venir d'ailleurs et qui auraient pu être apportées par des populations nouvelles? Bien sûr, je ne parle pas de cette main-d'œuvre qu'on va chercher, qui, elle, n'a pas son mot à dire et qui, de toute façon, n'a pas une technologie particulière à apporter. Mais est-ce que la ville peut être un lieu d'innovation, d'importation de choses nouvelles? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas le dire parce que les temps sur lesquels nous travaillons ne sont pas des temps qui nous permettent d'observer une influence directe de quelque chose. Est-ce que c'est aussi peut-être une question de technologie? La brique crue, de toute façon, ça ne se prête pas beaucoup à l'innovation. Pour les classiques, nous, j'allais dire nous les classiques, les gens comme moi, on peut identifier... Si, on peut identifier un type de taille de pierre à Persépolis ou même à Suse qui prouve la présence de Grecs, par exemple. On ne peut pas le faire en Mésopotamie. Pas tout à fait de la même façon, mais il y a des moments où il y a des dominantes dans la taille des briques. Ça existe. Ça existe, oui. D'accord. Bien, il faut quand même qu'on avance et qu'on laisse un peu de place aux questions. J'aurais voulu qu'on aborde, mais on va peut-être le faire rapidement, l'histoire des réseaux. Il y a quelques années, déjà peut-être 20 ou 30 ans maintenant, les géographes, surtout qui avaient l'habitude de modéliser, on ne reconnaissait plus la surface du globe, tellement ils nous avaient fait des carrés, des ronds et des triangles partout, nous avaient eu quand même une influence sur les historiens en nous montrant que les villes ne s'implantaient pas n'importe où, ça on les avait pas attendus pour le savoir, mais montraient qu'on pouvait, il se créait des réseaux qui étaient relativement réguliers. Et il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, le polygone de Tisser, il y avait les théories de Kristaller, etc. Est-ce que dans la Mésopotamie ancienne ou la Syrie des époques dont on parle ici, donc entre le 4e et le 1er millénaire avant, on peut mettre en évidence de tels réseaux et sur quoi sont fondés ces réseaux urbains? Jean, tu veux commencer? Alors, la question du réseau est quelque chose de tout à fait essentiel. Pour une bonne raison, c'est qu'il ne peut pas y avoir de ville unique. Ça n'existe pas. Les villes sont toujours en réseau parce qu'elles participent à un système d'échange. Donc il n'y a pas de réseau de ville unique. Quelle est la mère des cités? Alors on veut que ça soit Uruk. Stupide. Uruk est une grande ville et elle est en contact avec d'autres villes, peut-être moins importantes, mais elle joue sur un réseau urbain qui est déjà établi. Le problème qui est très difficile pour les archéologues de ces périodes-là, c'est que nous n'avons pas assez de documents pour expliquer le moment où on bascule d'un système villageois global à un système urbain global, c'est-à-dire où plusieurs villes apparaissent dans l'espace. Et ça, c'est pour ça qu'on est arrivé à dire Uruk, la mère des cités. Non, Uruk, oui, mais il y a eu Suse,
Et il y en a eu d'autres. Et on ne les connaît pas encore pour beaucoup de raisons. Parce qu'on n'a pas assez fouillé, il faut quand même être très clair. C'est pas en ce moment qu'on peut le faire, mais je veux dire qu'il y a encore énormément de recherches à faire, surtout sur des périodes comme le 4e millénaire, la fin du 5e, le 4e et le début du 3e, où on a fait des choses, mais où il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc, à cette époque-là, il y a des réseaux. Mais qu'est-ce que c'est que ces réseaux ? C'est peut-être pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on suggère pour le premier millénaire, quand il s'agit de certaines villes qui s'organisent dans un système. Ces réseaux, ce que moi j'appelle ces réseaux, c'est simplement des points de contact dans les échanges et dans les transferts de matières premières. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et ça existe à ce moment-là. Je rappelle que Marie est fondée vers 2900 comme point, comme poste de contrôle. Il y a des villes qui sont construites avant, dans le même portion de fleuve. Mais c'est comme poste de contrôle des matières premières qui viennent via le Rabour des montagnes qui sont au nord. C'est en particulier le cuivre. Ce n'est pas que le cuivre, mais c'est le cuivre. Et Marie s'installe à une certaine distance et transforme le cuivre en fait des matériaux. Nous avons trouvé dans les villes, dans les couches les plus profondes de Marie, dans la ville 1, sur de petits espaces en étendue, 17 fours de métallurgistes. Ça veut dire que la ville est une ville de métallurgistes à ce moment-là. Alors, elle a peut-être d'autres occupations. Nous sommes peut-être tombés sur un secteur de la ville voué à la métallurgie, mais même en ne trouvant qu'une telle quantité de fours dans cet espace, on ne peut pas se tromper sur le sens de la ville. Or, réseau, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Marie est en relation avec les villes du Nord. Je suis à peu près convaincu qu'on retrouvera un jour dans le Rabour quelque chose qui a été un point d'emprise de Marie dans cette région-là par rapport aux montagnes d'où elle faisait venir ces matières premières. Et Marie se trouve à un endroit où, en transformant le métal, elle s'enrichit, elle, directement en utilisant ce métal, mais il est absolument évident que, vu sa position, elle le renvoie dans la région de Babylone, qui n'existe peut-être pas encore, dans la région de Babylone, mais il y a d'autres villes qui ont besoin de ces matières premières. Et Marie est aux premières loges pour le faire. Autrement dit, avec le raisonnement de notre découverte archéologique, on arrive quand même déjà à établir un début de réseau. Oui, tout à fait. Dès la fondation. Oui, on comprend très bien. Voilà. C'est tout à fait lumineux. Est-ce que dans la Mésopotamie du premier millénaire, on retrouve ces réseaux sans doute encore plus complexes et peut-être reposant sur d'autres bases aussi ? Alors, on peut déjà citer même au début du deuxième millénaire, pour rester dans cette tonalité économique, le réseau commercial qui relie la ville de Achour sur les bords du Tigre à la ville de Kanish en pleine Cappadoce de Turquie actuelle, et qui appartiennent toutes les deux à ce qu'on appelle à l'époque la route de l'étain, qui amène de l'étain depuis le plateau iranien, voire même au-delà, et qui est transporté par segments commerciaux. Et ce sont les mêmes personnes qui contrôlent ce trafic, donc des gens d'Achour qui vont s'installer en Cappadoce, qui passent une partie de leur vie et qui reviennent ensuite fortune faite. Donc là, il y a tout un réseau commercial, effectivement, qui a été documenté par les textes trouvés sur le site cappadocien. Mais au premier millénaire, alors on trouve des réseaux d'une autre nature. Mais là, je vais peut-être passer la parole à Laura, en particulier des réseaux de divinités et une relation toute particulière entre le dieu de la ville de Babylone et puis son fils, le dieu de l'écriture Nabu, à Borsippa, qui est une ville à 20-25 km au sud-ouest de Babylone. Et là, il y aurait donc des réseaux fondés sur des apparentements religieux. Enfin, allez-y. Oui, et en fait, ça trouve vraiment sa caractéristique dans la fête du Nouvel An babylonien, qui s'appelle la fête de l'Akitu. Donc, ça a lieu au tout début de l'année. Cette fête, c'était à l'origine une cérémonie agraire, parce qu'elle se passe donc à l'équinoxe de printemps. Donc, ça célébrait le retour des moissons, des cultures, etc. Et donc, en fait, cette fête au premier millénaire, elle va célébrer à la fois le Nouvel An, toujours, mais aussi la fête du dieu Marduk, qui est
au premier millénaire le dieu principal du panthéon babylonien, mais aussi de son fils, le dieu de l'écriture Nabu, qui vient de Borsippa. Et lors de cette fête du Nouvel An qui dure 12 jours, le 5e jour est consacré au dieu Nabu, qui va être cherché donc, par le roi de Babylone, qui va donc ensuite le porter en procession jusqu'à son temple. Et donc on va avoir ensuite toutes ces cérémonies qui vont avoir lieu avec ces divinités. Oui, donc on voit se mettre en place d'autres réseaux. Bon, il est temps peut-être qu'on... Juste un mot qui nous servira de conclusion très très provisoire. On a rappelé comment certaines villes étaient encore occupées, Alep, Damas, donc depuis plus de 4000 ans maintenant, on peut dire. Et puis à côté de ça, il y a dans l'Antiquité des villes qui ont été très importantes, on en a évoqué plusieurs, qui ont disparu d'un coup, à la suite d'une guerre, d'une destruction volontaire, et qui ne renaissent pas de leur centre. Parce que Damas et Alep aussi ont été détruites. Alep est en train, en plus, même. Bon, on peut le dire comme ça, il faut le rappeler quand même. Donc, pourquoi des villes continuent à être occupées? Pourquoi d'autres, je pense à Ougarit, je pense à Mari, par exemple, à un moment de leur histoire, disparaissent, sont rayées de la carte? Est-ce que, Faisal Abdallah, est-ce qu'on a une explication? D'abord, c'est la volonté de Dieu. C'est connu. Parce que Dieu, il a créé l'homme, et l'homme, il a créé les villes. Et alors, les villes, c'est une création humaine, donc elle vit, elle meurt. Ça, c'est naturel. C'est une explication. Alors, pour notre temps moderne, on dit par exemple le 19e siècle, c'est l'époque des villes industrielles. Et alors, dans l'histoire reculée, il y a deux révolutions. Il y a la révolution qui est au 4e millénaire, là où il y a la fondation qui en a parlé. Et il y a au 6e millénaire la révolution de sédentarisation et le commencement de l'irrigation. Alors, si toute cette condition s'arrête, et qui est arrêtée, parce que depuis 10 000 ans jusqu'à maintenant, le temps presque, il arrive à un moment là où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pluie. Il y a des périodes de 7 ans qu'on manque de pluie, ce qui est arrivé pendant les temps modernes. Donc il y a des villes qui est complètement abandonnée parce qu'il y a des changements géographiques peut-être et changements aussi des migrations. Vous avez déjà parler de migration étrangère. Il y a des étrangères qui viennent du nord, de l'est et de bédouins de la Syrie. Et aussi, tous ces gens-là, peut-être, ils ne parlent pas la langue de pays. Ils sont obligés de se mettre à côté des villes. Et peut-être, il en a des textes qui parlent des turgoumans, des drachman, c'est-à-dire le traducteur. Donc, dans les cours des royaumes, il y avait toujours des traducteurs pour ces peuples qui venaient de l'extérieur. Donc, il y a plusieurs... C'est la géopolitique qui joue dans le changement et dans le déplacement des villes d'un côté à l'autre. Mais je voudrais dire, dernier mot, c'est l'onomastique ou c'est la géographie de premier millénaire avant qui existe toujours. Oui, c'est vrai. Dans toute la Syrie. Et je parle de premier millénaire, mais certainement, il remonte plus. Oui, pour certaines, ça remonte voilà. plus haut, bien sûr. D'accord. Jean-Margot, tu voulais dire quelque chose là-dessus, non? J'avais l'impression. Enfin, peut-être que je me trompe. Il me semble qu'il y a un élément complémentaire qu'on peut apporter. C'est qu'il y a effectivement des villes qui ne se reconstruisent pas parce qu'il y a des changements dans les circuits économiques en particulier. Si le circuit économique est fondamental, la ville se reconstruira forcément. Mais si ce n'est pas fondamental, s'il y a moyen d'y échapper, la ville ne va pas forcément se reconstruire. Et puis il y a un deuxième élément qui va avec ça. On assiste en Mésopotamie, l'ensemble du Proche-Orient, a un très curieux balancement. Au début et pendant les premiers millénaires dont on a parlé, le centre, c'est la Mésopotamie, avec ses marges, ses rebords, le rebord de la Méditerranée, le rebord iranien. Ça c'est le monde de la Mésopotamie. Et ce monde est autocréateur, c'est-à-dire que c'est eux qui font tout, c'est eux qui inventent.
ils empruntent un petit peu aussi, par exemple la roue, mais ils créent tout, ils ont créé la civilisation urbaine, ils ont créé les grands échanges, etc., etc. Et puis, ce qu'on constate, c'est que la deuxième moitié du premier millénaire, avec l'arrivée des Perses, il y a un coup de balancier sur l'Est. Et c'est l'Est qui va dominer la Mésopotamie. La Mésopotamie n'est plus créatrice. Elle n'est plus réellement créatrice. Les forces profondes vont pendant plusieurs siècles venir de l'Iran et venir de tout ce monde oriental. Et puis, ce monde oriental, eh bien, il ne va pas durer très longtemps. Le basculement se fait du côté de la Méditerranée. Et la Méditerranée va devenir dominante à l'extrême fin du millénaire et va prendre la place de toutes les autres. Il n'y a plus de source profonde de créativité en Mésopotamie après ce premier basculement vers l'Est, puis le deuxième vers l'Ouest. Merci à tous les quatre pour vos interventions, je crois, qui ont passionné l'auditoire. On a peut-être quand même quelques minutes brèves pour des questions s'il y en a. Et si vous levez la main, voilà, ici, parce qu'il y a des micros qui circulent. Tendez le micro parce que sinon vous ne serez pas entendu. Oui, Gérard Saint-Saulieu, je suis architecte urbaniste. J'ai écrit sur l'origine des villes. Et c'est merveilleux de vous entendre, ça corrobore tout ce que j'avais fait. Et je suis ravi de ça. Un point pour moi n'était pas très clair. C'était comment s'origine le désir de ville. C'est-à-dire, je m'étais appuyé sur certains travaux qui montraient qu'avant les villes, les gens se réunissaient pour des raisons religieuses. Il y avait de grands pèlerinages et là, des tribus différentes prenaient l'habitude de s'auto-identifier comme étant du même territoire. Et puis, il m'a semblé que la lassitude des guerriers, à force de vouloir être les meilleurs, les plus beaux, revenir auprès des leurs, ils ont voulu stabiliser leur façon d'être. Ça n'explique pas vraiment comment s'établit le désir de ville. D'autant plus que, vous l'avez fait remarquer, il y a concomitance nécessaire pour qu'une ville existe. Donc il faudrait... Enfin, c'est là où je bute et je voudrais savoir comment vous voyez cette question-là. Sur quel élément archaïque se fonde l'innovation de la ville, puisqu'on ne peut innover qu'en s'appuyant sur des choses existantes, en les modifiant un petit peu ou autre. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qui veut répondre, Francis? Oui, je peux donner quelques éléments de réponse. Ce que l'on observe, c'est que à la fin du 4e millénaire, au début du 3e, vous avez un certain nombre de phénomènes qui se passent en Mésopotamie, qui sont l'apparition des premières villes, la constitution du pouvoir qui va évoluer ensuite vers le pouvoir royal, l'invention de l'écriture, la mise en place d'une société plus hiérarchisée ou plus diversifiée qu'auparavant. Et tout le problème est de savoir, est-ce qu'il s'agit de phénomènes parallèles et quel est le degré d'interaction entre eux. C'est-à-dire, est-ce que certains de ces phénomènes ont concouru à la naissance et à la formation des villes, ou bien est-ce que ce sont simplement des éléments qui se sont passés au même moment dans la même région, mais qui n'ont pas forcément de relation entre eux? Autre question? Monsieur, oui, allez-y. Merci de votre très intéressante discussion. Je n'ai pas très bien compris quelles étaient les raisons pour lesquelles tel dieu était assigné à telle ville. Pourquoi tel dieu était maître de telle ville? Par exemple, pourquoi Nabu était le dieu tutélaire de, je ne sais, Bourguiba, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous avez des éléments d'explication? Comment sont choisis les dieux, en quelque sorte? À dire vrai, je crois qu'on n'en sait rien. Oui, on constate. Je dois avouer notre ignorance pour le moment totale là-dessus. Bon, on constate qu'il y a des dieux qui sont les maîtres de la ville, les possesseurs. Les vrais possesseurs. Ce n'est pas les hommes qui sont là, c'est le Dieu. Et alors, à Marie, il y a cette chose étrange, c'est que nous ne savons même pas le nom du Dieu. C'est le Dieu de la ville. Ah bon, voilà, on le connaît sous l'appellation, c'est le Dieu de Marie, mais nous ne connaissons pas. Il y a eu des suggestions, hein, je ne vais pas entrer maintenant là-dessus, mais on ne le connaît pas. En revanche, vous avez
à la même époque, une ville comme Larsa, eh bien, elle est vouée à Shamash, terminé. C'est le dieu du soleil. C'est comme ça. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Moi, je ne vais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas du tout d'où viennent les choix. Peut-être que d'autres, par les textes, on a peut-être une idée de Il doit y avoir des mythes locaux qui expliquent pourquoi, mais c'est reconstruit forcément après coup. D'une part, il y a des mythes locaux, effectivement, et d'autre part, l'existence d'un clergé spécialisé qui écrit, qui réfléchit et qui constitue un panthéon sumérien en particulier, qui est organisé, qui relie plusieurs villes qui par ailleurs ont des relations politiques entre elles. Et donc tout ça fait sens à un certain moment. Enfin, c'est-à-dire que la constitution d'un panthéon sumérien organisé va de pair avec les relations et de la hiérarchie des villes elles-mêmes. Et puis finalement, chacune se spécialise dans la présence d'une divinité majeure pour les grandes villes. Après, il y a pour les petites villes, chacune a effectivement une déclinaison, disons, de ces grandes divinités. Oui, vas-y. Attends, fais ça, Louis, vas-y. Il y a les dieux de tribu. Oui. Il y a Dagan, il y a Lim, il y a Ashur. C'est connu qu'il est avant l'existence de la ville d'Ashur, il était dans le désert syrien. Dagan aussi. Et puis il y a des dieux. Chaque ville est spécialiste d'un dieu presque. Oui, mais je comprends bien la réponse, mais ça ne fait que repousser un peu plus Tout haut. à fait. Et le plus haut, c'est les dieux sumériens. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une réponse. Il y a un seul dieu qui s'appelle Il, ça veut dire Ilah, et qui est An en sumérien, et c'est le dieu suprême. Mais il y a le reste, ce sont chaque ville, chaque personne, même chaque personne, il a un petit Ilou. On appelle Ilou, ça veut dire c'est lui qui a un Ilou, un petit dieu, il a de la chance. C'est ça. Je voudrais souligner une caractéristique qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à maintenant. Normalement, il y a un dieu de la ville, et ce dieu ne change pas. Il reste le dieu de la ville tout au long de l'histoire de la ville. Je ne connais que très très peu d'exemples de mutations. Il y en a un à Ougarit, où le dieu de la ville, qui était au 3e millénaire, Dagan, qui était le grand dieu du nord de la Syrie au 3e millénaire, devient Baal au début du 2e millénaire. Et ce n'est pas le même dieu puisqu'on lui a construit un autre temple. Ils sont mis en parallèle, l'un à côté de l'autre, avec les mêmes orientations, avec la même structuration de la ville. C'est quelque chose de tout à fait fantastique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Nous ne connaissons pas le phénomène de transfert de cette mutation divine. Mais les textes locaux, les mythologies, etc., ont montré qu'en réalité, mais c'est faux, mais ça n'a pas d'importance, c'est ce qu'ils ont dit, que Baal était le fils de Dagan. Ben forcément. Donc on a justifié la mutation religieuse en faisant du nouveau dieu qui a pris place le fils du dieu précédent. Il doit y avoir derrière cette affaire une modification, mais drastique, de la population. Car c'est elle qui a dû imposer d'avoir son dieu à la place du dieu Dagan qui était d'avant. Et on l'a légitimé en faisant le fils du précédent. D'accord. Merci. Est-ce qu'on a le temps peut-être pour encore... Oh là, il y a au moins beaucoup de questions. Alors soyez très bref. Une question. Une question. Oui, bonjour. C'est une question peut-être plus spécifiquement pour Jean-Claude Margueron. Vous aviez ouvert très brièvement une fenêtre sur Ougarit et j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus sur est-ce que véritablement il n'y avait pas de mur et sinon pourquoi je voudrais savoir un petit peu ce qui vous paraissait les hypothèses les plus crédibles tout d'abord sur la question du fait qu'il n'y ait pas de mur. Est-ce qu'il vous paraît crédible qu'il y ait eu un mur mais qu'on n'en ait pas trouvé de traces? On en parlait hier pour un cas évidemment beaucoup plus récent, mais pour la fameuse ville ronde de Bagdad que les sources littéraires attestent, mais qui ont ceci d'embêtant qu'on n'en trouve pas de traces archéologiques. Et s'il n'y avait pas de mur, pourquoi? Alors moi, le peu d'éléments que j'ai, en n'étant pas du tout spécialiste de la période, c'était une hypothèse d'une équipe archéologique américaine qui disait que compte tenu de la géopolitique à l'âge du bronze tardif, en fait c'était un grand centre commercial dont bénéficiait tant l'Égypte pharaonique que l'Anatolie hittite et que du coup il n'était pas nécessairement important, compte tenu de la pacification de la région, de la fortifier. Est-ce que ça vous paraît crédible ou pas? Je constate
que beaucoup de gens ont cherché les remparts à Ougarit depuis le début, d'autant plus qu'il y a une très très belle porte, une porte monumentale. Donc la porte, c'est pas la porte de la ville, c'est la porte de la forteresse royale, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a un lieu dans la ville qui est occupé par la forteresse royale. Et là, il y a une porte prodigieuse, et avec des casemates et tout, mais c'est très ponctuel. Dès que vous quittez la zone de la forteresse, il n'y a plus rien. Alors, j'y croyais pas. Je faisais comme tout le monde, j'y croyais pas. Ce qui fait qu'en 1975, quand on m'a confié la direction d'Ougarit, je ne suis resté que 2 ans d'ailleurs, j'ai ouvert un chantier sur le rebord nord pour trouver le rempart, bien sûr. Eh ben, j'ai rien trouvé, il n'y a pas de rempart. Et on tombe tout de suite dans la plaine environnante. Et alors, il y a des gens qui ont dit, mais le rempart a été enlevé. Bah, enlever, ça laisse quand même des traces en fondation. On ne va pas s'amuser à enlever toutes les pierres d'un rempart jusqu'au fin fond des fondations. On n'a pour le moment rien trouvé. C'est un fait. Moi, je conclus qu'il n'y en a pas. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a une autre ville dans laquelle on n'a pas le rempart. Ça va peut-être faire hurler certains, mais c'est Byblos. De Byblos, on n'a que l'oppidum, que la partie centrale avec les temples et le palais. La ville elle-même, elle était au pied. Et on ne l'a pas retrouvée. Et donc, si on ne l'a pas retrouvée, c'est en particulier parce que le rempart n'a pas été retrouvé du tout. Vous avez la ville à l'heure actuelle. Il n'y a pas la moindre trace de rempart pour le moment. Alors, on pourrait peut-être faire une autre recherche. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas. Mais pour le moment, pour moi, Byblos est une ville sans rempart. Sauf la place forte. Il est rassurant de savoir qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Oui. Merci à vous, public. Merci à mes 4 invités. Et à l'année prochaine pour la 2e édition.